Quel retard, mais quel retard. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle matinale. Matinale qui va se faire au rythme de ma fatigue, puisque je suis épuisé, comme à peu près tous les trentenaires et toutes les personnes qui travaillent tous les jours et qui ont une vie tout à fait normale. Ça fait partie du deal quand on a 30 ans, c'est d'être crevé. Voilà. Nous allons rester exclusivement sur le territoire américain puisque nous allons parler de plein de petits trucs qui s'est passé là-bas. On va parler de Ryan Johnson qui pousse Netflix dans les salles de cinéma. On va parler de Disney qui n'a pas véritablement envie de payer plein pot ses acteurs. Et on va surtout, alors tout le monde en a parlé déjà, je suis un peu en retard, je le sais, mais on va essayer de d'étoffer un peu le sujet. On va parler de Donald Trump qui est en train de partir en couille, hein, tout simplement. Voilà, et qui a exigé certaines demandes liées au cinéma ou à la télévision. Mais on va commencer par une toute petite news, ça va pas être très long. C'est Ryan Johnson. Alors Ryan Johnson, vous le connaissez, hein, c'est celui qui a fait Star Wars 8, hein, qui est l'un des moins appréciés de la saga, si je me trompe pas, par les fans. Effectivement, voir Leia en CGI survivre dans l'espace, bon, c'est un peu compliqué, mais il avait également fait Looper à l'époque, que j'avais beaucoup aimé. Très très bon film de science-fiction, un petit peu anticipation, voyage dans le temps, tout ça, c'était vraiment plutôt cool. C'est lui qui réalise À couteau tiré, vous savez, les fameux films avec Benoît Blanc, merci. Donc voilà, il a réalisé les deux premiers À couteau tiré et il va réaliser un troisième pour Netflix, mais ce qu'il aimerait, c'est surtout le voir au cinéma. Et donc, il essaye de pousser Netflix à faire des sorties ciné, mais pas que des sorties ciné aux États-Unis, parce qu'on le sait, euh, Netflix a des cinémas hein, un peu partout aux États-Unis. Principalement, les plus connus sont ceux de Los Angeles et de New York. Eh bien, ces deux cinémas-là se voient de temps en temps diffuser des films, enfin même pas de temps en temps, tout le temps d'ailleurs, diffuser des films Netflix, mais ce qu'il voudrait, lui, Ryan Johnson, c'est surtout avoir une sortie massive, hein, c'est-à-dire dans plusieurs pays du monde, voilà, une sortie ciné normale où les gens pourraient aller voir au cinéma le prochain film à couteau tiré. Et ça pourrait être grave cool. Enfin, moi, en tout cas, je sais que je paierais pour aller voir À couteau tiré au cinéma. C'est une saga que j'aime beaucoup, que je trouve très bien. Et bon, alors, il faut savoir que Netflix prévoit de faire une sortie cinéma IMAX de Narnia, par exemple, de Greta Gerwig, mais encore une fois, uniquement sur le territoire américain, puisqu'il faut savoir que de toute façon, tous les films produits par Netflix, uniquement produits par Netflix, ils veulent pas que ce soit soumis à la chronologie des médias, comme ça l'est dans pas mal de pays. Donc, ils ne font pas de sortie ciné pour éviter tous ces problèmes de calendrier. Mais c'est vrai que quand on y pense, tout ça se répand énormément. On en a déjà parlé les semaines d'avant, je vais pas me répéter. Disney qui a fait marche arrière, qui veut maintenant investir massivement dans le cinéma parce qu'ils ont remarqué que les gens allaient quand même pas mal au cinoche et que ça quand même ça remplissait pas mal les poches du studio et que ça se répondait pas mal avec Disney+. Donc c'est vrai que Netflix a tout intérêt, à mon avis, à faire de la distribution de films au cinéma avant de le diffuser sur sa plateforme, mais bon, voilà, peut-être en essayant de jouer sur les calendriers et sur les productions pour récupérer les films le plus rapidement possible sur leur plateforme. Ça, c'est des discussions qui auront lieu, je pense, en interne du gouvernement pour retravailler la chronologie des médias. Apple, pour l'instant, on a F1 là qui sort au ciné, mais qui est distribué par Sony, si je me trompe pas. Hein, c'est pas eux qui distribuent directement. C'est Warner. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était Sony. Peut-être parce que Sony a travaillé sur Wolves justement avec Apple et que c'est pour ça que j'ai cru que c'était eux aussi sur F1. Mais non, non. C'est Warner qui distribue ça en France. Donc voilà. Alors la question c'est quid de Max? Du coup, comment va fonctionner chronologie des médias à ce niveau-là? Puisque la distribution se fait par Warner, la production a été faite par Apple. À voir sur combien de temps et comment vont être échelonnées les sorties après le cinéma pour F1. Ça va être comme Napoléon. Napoléon, pour l'instant, il était sur Canal et oui, là, il va arriver il est arrivé sur Apple en version longue. Il va arriver sur Apple en version longue. Là, normalement, il n'y a pas d'exclusivité comme avec Disney, donc normalement, il y a une case Canal qui devrait se caler entre les deux. Cinéma, Canal, Max, Apple. Moi, je dirais plutôt l'inverse. Cinéma, Canal, Apple, Max. Parce que c'est quand même Apple le plus gros producteur du film. Donc je pense que ça va d'abord être sur Apple avant d'être sur Max. Si ça va sur Max, parce que si ça se trouve, il y a des accords de distribution, mais je pense que c'est obligé que Warner ait dealé un passage sur Max sur un film comme ça.
C'est quasi obligatoire. Alors, ce qui est étrange surtout, c'est que, bon, c'est la première fois qu'on le voit avec Napoléon, mais les programmes qui sont disponibles sur Apple TV+, sont des programmes exclusifs à Apple TV. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rachat, ils n'implantent pas de programme qui serait passé par une autre case que celle d'Apple. Et c'était tout l'intérêt de la plateforme, c'est pour ça qu'elle est si peu chère, c'est qu'il y a beaucoup moins de programmes que sur les autres plateformes, mais par contre, une exclusivité totale des programmes Apple TV, quoi. Donc, à part Napoléon, du coup, qui est une nouveauté pour eux. Donc, je sais pas du tout. Mais c'est intéressant, on va garder ça en fil rouge et on regardera comment ça évolue. Et essayer de voir un petit peu les accords qu'il y a eu entre Warner et Apple et savoir comment va arriver le film sur les diverses plateformes. Mais dans tous les cas, le film sortira d'abord au cinéma. Et ça, c'est l'intérêt. Et on va en profiter un max. J'espère que le film sera bien parce que la représentation de la vitesse au cinéma, c'est toujours quelque chose de particulier. Ils avaient réussi à le faire dans le Mans 66, qui était très chouette. Est-ce qu'on passerait pas à notre deuxième news? Notre deuxième news, qui concerne la série Hawkeye, puisque lors d'un podcast où a été invité Jeremy Renner, qui est l'acteur qui joue Hawkeye dans la plupart des Avengers, dans tous les Avengers d'ailleurs, et qui avait eu droit d'ailleurs à une série qui devait passer le relais à son acolyte, voilà, qui était fort sympathique. Alors, à la fin de la première saison, Jeremy Renner est parti pour un repos bien mérité et s'est malheureusement fait écraser les jambes par sa moto des neiges. Il a été opéré, hein, du coup, voilà, et il essaye de récupérer tant bien que mal de son accident. Et en fait, pour la saison 2, pourquoi il n'y aura pas de saison 2? C'est parce que pour la saison 2, Disney lui a proposé la moitié de son salaire. Il lui a dit, ok, tu peux venir, mais tu seras payé moitié moins. Alors lui, il n'a pas donné les explications de Disney. Son explication à lui, ce serait que c'est dû justement à son accident et donc, je suppose, son incapacité à sûrement faire certaines cascades. Donc, étant moins présent dans certaines scènes de la saison 2, ils se sont dit qu'il allait être moins payé puisqu'il fait moins d'heures de tournage. Donc, du coup, salaire réduit. Il met ça ni sur le coup de Marvel ni de Disney, il en veut ni à l'un ni à l'autre, mais il dit que c'est surtout une histoire de gratte-papier et de comptable qui essaye de faire les comptes et d'économiser de l'argent. Et donc lui, il a refusé quoi, par intérêt et par dignité. Il s'est dit qu'il n'y avait pas de raison, il n'exigeait pas d'être payé plus cher, il voulait juste avoir le même montant que sur la première saison. Il était un peu fâché quoi dans ce podcast, à dire voilà, bon c'est un peu dommage de ne pas avoir de saison 2, mais c'est que ça fait chier d'être payé moitié moins. Donc voilà, ce que je comprends, hein, franchement, là pour le coup, je peux pas lui donner tort. Disney a largement les moyens, à mon avis, de le payer pareil que sur la première saison. On n'a pas les précisions de sa présence sur le tournage. Parce que si ça se trouve, il était là dans les 2 premiers épisodes et il passait le flambeau, puis on le voyait vite fait par-ci par-là, tu vois. Et c'était sa comparse qui reprenait le relais, je sais plus comment elle s'appelle. Et donc voilà, ça se trouve, on n'a pas tout le tableau, quoi. Et donc c'est vrai que, bon, il y a un petit doute là-dessus. Il peut dire ce qu'il veut, après nous, on n'était pas dans les bureaux à ce moment-là. On va passer au très gros sujet du jour, qui est Donald Trump, qui a décidé de faire de la merde, comme d'hab. On va commencer par Donald Trump, avec quelque chose de simple qui va normalement... on va dire aller vite, c'est que Donald Trump a signé un décret pour réduire le financement de 2 médias publics qui s'appellent NPR et PBS. Ce sont 2 médias totalement publics à l'équivalent de France Télévisions qui reçoivent des fonds du gouvernement pour pouvoir exister en partie. Hein, il y a beaucoup de fonds privés, hein, ça a été signalé aussi par les deux médias. Donc c'est des médias qui ont pas forcément de chaînes de télévision, c'est principalement de la radio, mais ils ont aussi des sites à caractère éducatif, avec des documentaires, avec des sujets de société, avec des dessins animés éducatifs, ce genre de choses. Et c'est ce qu'on appelle un système public, puisqu'ils reçoivent des fonds du gouvernement pour pouvoir en partie exister, mais il y a aussi énormément de fonds privés, comme je vous le disais. Donc cet argent provient du CPB, je vais le dire à la française parce que j'ai un accent terrible, le Public Broadcasting Service, mais ça ne représente que 5% du budget, comme je vous disais, hein, c'est pas énorme par rapport à ce qui touche en règle générale. Donc ça, on le tient de Catherine Mayer, c'est la directrice du coup de PBS. Paula Kerger, qui est la directrice par contre de NPR, elle a qualifié que le décret était impitoyablement illégal, publié au milieu de la nuit, et que dans tous les cas, il n'était pas sûr que le président ait le pouvoir pour un tel décret.
d'après un article donc de NPR. Et alors effectivement, quand vous allez vite sur le site, tu m'étonnes qu'il a plus envie de payer pour ça, le Trump, puisque on a du doc sur l'écologie, on a sur l'acceptation des autres, on a du documentaire social, comme je vous le disais, des dessins animés éducatifs pour apprendre d'autres langues, ce genre de choses. Donc forcément, ça ne plaît pas à Donald Trump, qui lui aimerait bien pouvoir contrôler tous les médias. Voilà, il les a qualifiés d'ennemis du peuple, hein. Donc voilà, il a donné... Alors, encore une fois, c'est des mots, si vous allez voir dans le sujet d'après, il faut bien comprendre ce qui se fait. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il parle beaucoup, mais il y a très peu de choses qui se font. Il donne instruction au conseil d'administration du CPB et à tous les départements et agents exécutifs de cesser le financement fédéral de NPR et de PBS, ajoutant que ni l'une ni l'autre entité ne présente aux citoyens contribuables une image juste, précise ou impartiale de l'actualité. Bizarrement. Et que c'est lui qui aurait la vérité sur son média Truth. Donc ça, je le tiens du film français, hein, c'est pas moi qui l'ai sorti de ma poche. Moi, je suis allé faire un tour sur les deux sites, celui de PBS et celui d'NPR, et en fait, c'est hyper intéressant. Il y a plein de documentaires sur les États-Unis, sur ce que ça représente actuellement, plein de rapports écologiques, de choses comme ça. C'est très, très intéressant, et évidemment, ça va totalement à l'encontre des pensées que peut avoir Trump actuellement. Donc, ça fait peur, encore une fois, mais en fait, apparemment, Trump, encore une fois, n'aurait pas le droit, en fait, d'annoncer ce genre de truc. Il peut juste demander aux services de le faire, mais étant donné que même les gens qui sont dans ces services-là sont contre Trump, il y a très peu de chances que ça se fasse, et puis ça se fait pas dans les jours à venir, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. C'est comme la news d'après, on va le voir, il faut le prendre avec des pincettes. Après, chez nous, ça a été vite voté aussi, hein, la redevance télé, elle a pas fait long feu, hein. Donc, on peut dire ce qu'on veut... On peut dire ce qu'on veut là-dessus, mais n'empêche que pendant tout un temps, la télévision était entièrement payée par le contribuable sans passer par la case de l'État, et que maintenant c'est l'État qui décidera des enveloppes. Et d'ailleurs, il y a eu une baisse, on en a déjà parlé il y a quelques émissions, il y a eu une baisse drastique de plusieurs millions d'euros cette année pour France Télévisions, hein, ce qui est assez problématique. Et pourtant, lors de l'arrêt de la redevance télé, Emmanuel Macron, notre cher président, avait quand même annoncé qu'il n'y aurait pas de baisse budgétaire et que dans tous les cas, ils allaient s'y retrouver avec la TVA et qu'ils allaient pouvoir récupérer les fonds pour les donner à France Télévisions et ne plus faire payer le contribuable. L'avantage quand tu payes en tant que contribuable, c'est que tu as le droit de te plaindre. Parce que justement, l'argent, il vient de chez toi et tu le donnes directement à France Télévisions, à France Radio, enfin Radio France, etc. Là, malheureusement, on n'a plus rien à dire. Les baisses, les coupes budgétaires sont là et que voilà, quoi. Donc, faut quand même se méfier. Je dis pas, on n'en est pas à un point de plus du tout financer le service public, mais n'empêche qu'il y a eu des coupes budgétaires et qu'à l'époque où le contribuable payait, ben ça, c'était pas arrivé, quoi. Mais c'est pareil avec Rachida Dati qui veut créer des holdings, hein, sur les chaînes de télévision et les radios, hein. C'est complètement débile. Tiens, ils sont en train de tout doucement essayer de privatiser le service public. Ça va se faire tout doucement, hein. La fin de la redevance, déjà, c'était un premier geste. La création de la holding, ça va être pareil. Ça va être une deuxième case d'avancée. Et puis au final, après, les holdings vont avoir des actionnaires. Les actionnaires vont avoir des droits de décision. Ils vont avoir des avis politiques tranchés. Et on n'aura plus, malheureusement, accès à une télévision et une radio libre dans les années à venir si ça se fait. Donc il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention à ce qui se passe en ce moment à la télévision. Ça peut très vite dégénérer et on peut très vite se retrouver avec, dans le pire des cas, une télévision d'extrême gauche ou d'extrême droite, avec des avis politiques beaucoup trop tranchés pour ce que c'est censé être. En fait, ils n'ont pas d'intérêt à avoir de l'audience. Et c'est ça qui est très intéressant. Et c'était tout l'intérêt d'arrêter la publicité après 20 h sur les services publics, sur France Télévisions, après le journal, c'est que il y avait plus, vu qu'il n'y a plus de publicité, il n'y a plus besoin de faire de l'audience. Donc on peut diffuser ce qu'on veut, même si ça ne fait pas grand-chose, même si ça n'attire pas beaucoup de monde. Donc on a les fameux programmes sur les violences faites aux femmes, sur... je vais trouver un autre sujet, je sais pas moi... je vais dire une connerie, mais genre Thalassa, par exemple, diffusé à 21 h, on sait que ça fait pas énormément d'audience, mais c'est des documentaires à caractère éducatif pour essayer de faire comprendre aux gens, aux peu de personnes qui vont regarder ça. Voilà, et c'est de l'éducation, on y va ou on n'y va pas après, mais n'empêche que on a encore des programmes assez intéressants sur les chaînes de France Télévisions. Moi, je sais que mes enfants regardent beaucoup France 4, où il y a C'est toujours pas sorcier, ce genre de trucs. Et je trouve ça chouette, quoi. Parce que c'est vrai que quand tu regardes TF1, TFX, ou même M6, c'est des dessins animés qui sont un petit peu plus
je vais pas dire débilisant, c'est loin d'être le cas, mais disons que voilà, c'est moins à caractère éducatif. Ce qui va nous engager à partir sur la dernière news, la plus grosse, celle qui nous intéresse le plus et qui a fait grand bruit hier, puisque même Hugo Décrypte a sorti un article unique sur cette news, c'est Donald Trump qui souhaite instaurer un droit de douane de 100% sur les films étrangers, ou en tout cas tournés à l'étranger. Et on va voir aujourd'hui à quel point c'est de la connerie, puisque Donald Trump a annoncé qu'il ne voulait plus de fuite de production dans d'autres pays pour les films américains, et qui souhaiterait mettre les productions américaines sur le devant de la scène, et de ce fait, en fait, au lieu d'aller chercher des raisons de garder les États-Unis, enfin les producteurs américains sur le territoire américain, ils préfèrent taxer à 100% les productions non américaines. Alors, bon, de ce qui a été dit, c'est qu'apparemment l'industrie américaine est en train de mourir très rapidement, c'est lui qui le dit sur son réseau social Truth, et c'est l'acteur Jon Voight qui a été envoyé auprès de la Directors Guild of America, donc c'est en gros le syndicat des réalisateurs américains, voilà, et qu'ils auraient ensemble trouvé une solution. Alors la première information qui était sortie de ce consensus et de cette réunion avec les membres de la guilde, c'était effectivement que Jon Voight aurait dit, il faut faire une taxe pour que les Américains aient plus tourné ailleurs. Alors, on a vite appris qu'en fait, c'était pas exactement ça. Donc, selon CNN, les films sont considérés comme des propriétés intellectuelles et des services et non des produits. Et ça n'entre donc, a priori, pas dans le périmètre de la guerre commerciale menée par le président américain, puisqu'il faut comprendre que ce ne sont pas des biens physiques, que ça reste de la culture, et donc on peut pas taxer comme ça, on peut pas mettre une taxe fédérale comme ça, au bon vouloir, en fait, du président américain, ça ne fonctionne pas comme ça. Et en face de ça, il y a le gouverneur de Californie qui a décidé de s'arranger avec le président, donc en opposition justement à cette fameuse taxe non américaine. Lui, il s'est dit, tiens, si on augmentait l'enveloppe du crédit d'impôt, puisque l'enveloppe du crédit d'impôt pour l'instant, pour les films qui se tournent aux États-Unis, ou en tout cas en Californie, le crédit d'impôt a une enveloppe de 350 millions d'euros, ce qui n'est pas énorme non plus quand on voit le nombre de séries et de films tournés aux États-Unis, et il souhaiterait la passer à 750 millions d'euros, justement, pour lutter contre cette fuite de cerveau et cette fuite de talent sur d'autres pays. Alors il faut savoir qu'il y a énormément de pays en Europe qui proposent des crédits d'impôt et des facilités de paiement quand vous allez tourner chez eux. La France en est le cas. Alors c'est un peu marrant parce que du coup je suis allé sur le site du CNC pour voir un petit peu ce que proposait la France en tant que crédit d'impôt. Et alors du coup pour pouvoir avoir un crédit d'impôt en France, il faut que le film soit réalisé intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Il faut que le film soit réalisé dans une langue étrangère justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario, réalisé principalement sur le territoire français. Pour les films de fiction, être tournés et faire l'objet de travaux de traitement des images et de post-production principalement en France. Il peut y avoir des dérogations qui peuvent être accordées si une partie du tournage a été faite à l'étranger, mais que pour des raisons artistiques, mais que du coup il y a un retour en France à un moment ou à un autre. Pour les films documentaires, les travaux de conception et l'écriture et le traitement des images et la post-production doivent être faits en France. Et pour les films d'animation, les travaux de conception et d'écriture, de fabrication et de traitement des images et de post-production doivent être faits en France également. Alors, il faut également que ça contribue au développement cinématographique français, européen. Bon voilà, vous le voyez un peu le deal venir. Ce qui est marrant, c'est que en fait, il y a énormément de petits points qui font que, comme par exemple, pour le film qui doit être réalisé en version originale, donc en version française. Cette règle ne s'applique pas aux œuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra réalisé dans une langue originale. Ça paraît logique. Les documentaires réalisés dans une langue étrangère doivent être justifiés par le sujet traité. Donc ça paraît logique aussi. Mais, ce qui est très drôle, c'est ce point-là. Ça ne s'applique pas aux œuvres de fiction dites à fort effet visuel, dans lesquelles au moins 15% des plans, soit en moyenne 1 plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique permettant d'ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou de modifier le rendu de la scène au point de vue de la caméra. Donc ça veut dire que un film qui n'est pas forcément tourné en langue française, mais en France, mais pas forcément en langue française, style, je sais pas moi, Taken. S'il y a beaucoup d'effets visuels dedans, au moins 15%, c'est pas grave s'il est pas en français. C'est quand même marrant. Et du coup, t'as le droit à ton crédit d'impôt si tu tournes pas un film en français, en France,
juste parce qu'en fait, il y a beaucoup d'effets visuels dedans. Ils te disent, bah, c'est pas grave, du coup, si c'est pas en français. Et c'est le premier exemple qui m'est venu. Écoute, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, avec la fatigue qui nous tient, là. Bon, la Belgique, il y a un gros tax shelter, en fait, dès que c'est tourné en Belgique, monté en Belgique, ou des choses comme ça, il y a une grosse facilité, en fait, d'avoir des, euh, des facilités de taxes en Belgique pour l'instant, ouais. Donc voilà, donc ça c'est en France du coup pour avoir le fameux tax shelter, donc pour avoir un crédit d'impôt. C'est relativement assez facile en France de pouvoir jouer avec les termes du contrat pour avoir un petit peu de crédit d'impôt. Alors, il faut savoir que ce crédit d'impôt, il ne peut pas représenter plus de 80%. Le crédit d'impôt est égal à 20% du montant total des dépenses éligibles et ne peut pas dépasser 80% du budget de production. Le crédit d'impôt est égal à 30% du montant total des dépenses éligibles et qui ne peut représenter plus de 80% du budget de production et en cas de coproduction internationale, plus de 80% de la part française. Donc ça représente quand même une sacrée somme. Et donc aux États-Unis, ils aimeraient faire passer ce crédit d'impôt de 350 à 750 millions d'euros, sachant que les règles ne sont pas tout à fait les mêmes chez eux, j'ose supposer, ou qu'ils vont un petit peu resserrer la vis en disant, bah voilà, vous êtes par contre obligé de tourner aux États-Unis pour la totalité du film, ce genre de choses. Mais bon, après, il y a une fuite des talents un peu partout. On a énormément de talents de post-production en France, des choses comme ça. Donc c'est vrai que il doit y avoir des producteurs qui sont un petit peu blasés de se dire bah oui mais ça fait chier parce qu'en fait les bonnes productions sont ailleurs et nous on va être obligé d'avoir des effets spéciaux nuls juste parce qu'on est obligé de les faire aux États-Unis. C'est un exemple tout à fait pris au hasard, hein. C'est pas, je ne dis pas que les effets spéciaux sont nuls aux États-Unis, loin de là, hein. C'est juste pour dire que parfois tu as besoin d'un certain talent et que ce talent-là il n'est pas aux États-Unis, donc déjà pour ça, ça marche pas. Dans tous les cas, ce qui s'est dit, c'est que Trump n'a aucune autorité par rapport à la décision de taxer les films non américains. Donc ça va se décider après. En fait, Trump, du coup, est revenu un petit peu sur sa parole, parce qu'il a dit ça dimanche soir. Donc le lundi matin, il est revenu un peu dessus, en disant que c'est ce qu'il conseillait aux personnes qui s'occupent justement de tout ça. Et que voilà, c'était une des solutions qu'il avait trouvées, mais que c'était pas, en gros, ce qu'il avait exigé, c'était pas de faire ça. Dans tous les cas, John Voight après donc a été, comme je vous l'ai dit, envoyé vers la Directors Guild of America. Cette Directors Guild of America, il en est ressorti quelque chose de bien plus précis que ces fameux 100%. C'est que, en fait, selon un communiqué, la proposition comprend des incitations fiscales fédérales, des changements importants à plusieurs codes fiscaux, l'établissement de traités de coproduction avec des pays étrangers, des subventions aux infrastructures pour les propriétaires de théâtres, les sociétés de production cinématographique et télévisuelle et les sociétés de post-production. Mais John Voight a aussi proposé des formations professionnelles et elle suggère également des tarifs dans certaines circonstances limitées. Donc ça veut dire qu'en fait c'est beaucoup plus soft que ce qui a été dit dimanche soir. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des accords internationaux de coproduction ou de déplacement des équipes en fonction des pays dans lesquels ils vont, pour éviter justement que les tournages se fassent totalement en dehors du territoire américain et pour éviter surtout la fuite des talents. Ils vont proposer des formations professionnelles peut-être moins chères ou aider pour que les talents ne s'en aillent pas et que ça soit aussi facile de devenir monteur ou graphiste aux États-Unis qu'en France. Parce qu'on le sait, les études coûtent un bras et demi aux États-Unis et que ça vaut peut-être parfois plus le coup de venir en France et que ça coûte peut-être moins cher de devenir graphiste en France, dans un autre pays, hein, quel qu'il soit, hein, que ce soit le Canada ou autre chose, plutôt que de rester aux États-Unis, puis une fois que tu es sur place, peut-être ne pas s'en aller. Donc voilà, et il parlait aussi des propriétaires de théâtre, donc ça veut dire que Broadway n'a pas été mis de côté non plus, et que le but est vraiment de recréer un âge d'or d'Hollywood. Donc on peut en penser ce qu'on veut, tout ça a été un peu scandaleux, tout ça a fait beaucoup de bruit, c'était aussi pour faire un petit peu de buzz sur Internet, hein, on le sait, la plupart des médias reprennent les titres sans forcément aller chercher très loin, mais tout ça peut donner des choses et des accords finalement qui ont quand même pas mal de bon sens, et donc ça pourrait être quand même assez intéressant de s'y pencher dans les mois à venir et de voir un petit peu ce qui se fait au niveau d'Hollywood, comme je vous l'ai dit avec le gouverneur aussi qui lui demande une augmentation de l'enveloppe du crédit d'impôt. C'était la dernière news de cette matinale que je trouvais quand même assez intéressante. Moi ce qui m'avait étonné c'était encore une fois voilà, tout le scandale qu'il y avait autour, tout le monde est monté au créneau en disant oh mon Dieu,
Trump veut interdire les films étrangers sur le territoire, c'est un scandale, etc., etc. Mais en fait, quand on s'y intéresse de près, bah, finalement, il y a quand même moins d'idées drastiques que prévu, et c'est juste que ben, Trump, il parle beaucoup, mais il n'a pas tant de droits que ça, il a pas la possibilité de changer les lois comme ça sur une simple signature et sur des décrets complètement fous. Donc dans tous les cas, voilà, ça sent très mauvais pour les États-Unis, hein, on le voit, l'arrêt des subventions des deux médias publics, ou encore le fait que sa solution soit aussi drastique face au cinéma étranger et au départ de production américaine à l'étranger, ça sent pas bon dans tous les cas. Mais il y a deux poids, deux mesures à chaque fois, et voilà, quand on s'y intéresse de près, on se rend compte que les médias, encore une fois, utilisent des titres un peu racoleurs pour des choses qui sont pas dramatiques à l'instant T, quoi. Dans tous les cas, je vous invite à aller sur patreon.com/critflixmedia pour vous abonner. C'est entièrement gratuit. Vous aurez accès à cette matinale en version Director's Cut, donc avec les blagounettes de Thomas, sans coupure du tout. Donc voilà. Et vous avez également le compte Instagram sur lequel je ne suis plus très actif, hormis quelques stories. Donc voilà. Mais surtout, allez sur YouTube pour liker et commenter les matinales ainsi que Critflix. Ça nous aide énormément que vous alliez liker tout ça et puis mettre quelques commentaires pour qu'on puisse être référencé. Et puis, bah, on se tient au courant. La matinale mardi prochain, vendredi, un nouveau Critflix, si tout va bien. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de ça. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Thomas encore une fois d'être là tous les mardis. Et puis merci à toutes les personnes qui sont peut-être passées sur ce live et qui n'ont peut-être pas discuté forcément avec nous non plus. Ça, c'est très bien aussi si vous faites partie de la communauté silencieuse. Passez tous une bonne journée. Je vous souhaite à tous une bonne journée, encore une fois, et une bonne journée, encore une fois. Et je vous dis à mardi prochain ou à vendredi pour ceux qui écouteront Critflix. À très bientôt. Salut!